Hey, salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il m'arrive peu souvent d'être stressée, anxieuse avant une vidéo, mais celle-ci, voilà, me tenant beaucoup à cœur, étant très personnelle, voilà, je suis un petit peu stressée et je vais la faire comme toutes les autres, naturellement, sans filtre. Voilà. Je vais vous parler dans cette vidéo donc, de ma transition et de la transition de genre en général. Voilà, c'est un vaste sujet et comme je vous dis très personnel. Donc, pour commencer déjà petit disclaimer, s'il y a certaines personnes qui sont un petit peu choquées par la chirurgie esthétique, les actes chirurgicaux, je vais en parler un petit peu. Le harcèlement également, je vais en parler un petit peu dans cette vidéo. Toute question identitaire, psychologique, voilà un petit peu les sujets qui vont être abordés dans cette vidéo. Donc je préviens dès à présent, avant même le début, voilà, que tout le monde soit au courant de ce que nous allons aborder dans ce contenu. Voilà. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, je vais me laisser aller pour vous raconter un petit peu tout ça. Je vais aussi beaucoup répondre à des FAQ, un petit peu foire aux questions, des questions régulières qui me viennent de l'extérieur, enfin voilà, des questions qu'on me pose régulièrement. Je vais y répondre dans cette vidéo. Et c'est une vidéo qui est en réalité aussi utile pour les personnes qui sont au contact de personnes en transidentité, en cours de transition, dans un sens dans l'autre, à tout niveau que ce soit. Voilà. Je vais détailler un petit peu tout ça aussi, hein. Une transition ne se passe pas de la même façon d'une personne à une autre. Voilà. Je vais aborder tous ces sujets. Voilà. Donc merci encore de regarder cette vidéo. Ce qui est bien, voilà, c'est qu'elle sera consultable tout le temps. Je la laisserai sur ma chaîne. Et elle peut servir à des personnes qui se posent des questions, mais je vous dis, mais qui ne sont pas forcément en transition, juste qui se posent des questions, qui cherchent quelques réponses, quelques éclaircissements sur ce vaste sujet, et sujet qui est un peu plus connu et un peu plus sur le devant de la scène que par le passé. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de mon enfance, très simplement, pour commencer comme ça. Donc j'ai toujours été donc une enfant assez extravertie, à courir un petit peu partout, à faire beaucoup de choses, à être intéressée par beaucoup de choses, avec beaucoup de sensibilité également. Voilà, donc commencer donc ma vie en tant que garçon. Voilà. Et comment dire, mais garçon, ce n'est qu'un mot, à vrai dire. Voilà. À cet âge-là, je ne me rends pas du tout compte, hein, dans mon jeune âge, je ne me rends pas du tout compte, si ce n'est au niveau des activités qu'on attribue à tel ou tel genre, justement, que moi j'en ai rien à fiche et que je veux juste m'amuser, passer du bon temps avec les choses qui me ressemblent, les jouets qui me ressemblent, les activités qui me ressemblent, sans me poser la question de c'est fait pour une telle, un tel, on s'en fout en fait. Et j'ai été un petit peu élevé dans cette mouvance-là, ne serait-ce qu'aussi au niveau de mes vêtements, j'avais des vêtements divers et variés qui me venaient de mes cousins, cousines, de ma famille, et beaucoup de mes cousines, des vêtements en fait qui étaient androgynes en réalité, enfin androgynes, c'est un mot que vous allez sûrement entendre hein, donc, dans cette vidéo, donc ni homme ni femme, qui n'est pas genré en tout cas, voilà, ou qui est pour les deux, c'est le terme androgynie, hein. C'est ce que ça signifie, c'est un entre les deux, un mélange équilibré des deux genres, moi je le dirais comme ça, voilà. Comment dire, voilà. Je vais raccourcir un petit peu parce que sinon ça va être, je vais raconter ma vie, ça va passer une éternité, donc c'est pas le but, je vais centrer sur le sujet. Le collège, le lycée ont été un calvaire, vraiment un calvaire. Je vous parlais donc que j'allais aborder du harcèlement, j'ai été harcelé au collège et au lycée. Voilà, pour plusieurs raisons. Je ne suis pas donc, il n'y avait pas que cette particularité de ma personne, cette sensibilité, cette finesse, ce raffinement, je n'y avais pas la violence non plus, beaucoup, je n'aimais pas ça du tout. Comment dire, on me faisait payer ma différence, voilà, donc au collège, pas en particulier, hein, j'ai été physiquement agressé, verbalement et de manière journalière, vraiment tous les jours, hein, je rentrais décomposé, déconstruit à l'époque. Donc de mes journées de classe, j'avais des crises d'aphte. Donc les aftes, hein, c'est des plaies à l'intérieur de la bouche qui sont provoquées par des stress intenses. Donc j'avais vraiment des crises d'aphte et très très importantes
pendant mon collège, donc à ne plus pouvoir parler, vous voyez, comme si voilà, mon subconscient me bloquait la parole parce que bon voilà, protège-toi. Bref, c'est une interprétation, mais voilà un petit peu, agressé physiquement aussi, à plusieurs reprises. Et par chance, j'ai eu la danse qui m'a sauvé. Voilà, ma professeure de danse, ma mentor, Marie Scoop, qui nous a pas quittés, mais je lui envoie mes meilleurs sentiments par cette vidéo, par ce contenu également. Une personne qui est présente par une bague, celle-ci, la turquoise, sur mes doigts, chaque jour, et qui est présente dans ses enseignements à l'intérieur de moi, et qui m'a donné un courage, une force pour en fait ce qui allait suivre dans ma vie, à savoir toutes les difficultés que j'allais pouvoir affronter dans ma vie, parce que ça s'est pas arrêté au collège, comme je vous le disais. Voilà. Le lycée, c'était la même chose. On se jouait de moi et j'étais à l'internat au lycée. Donc milieu typiquement masculin, et c'est là que ma transition a commencé à se faire sentir. À savoir crise identitaire de l'adolescence. Voilà, milieu typiquement masculin, je n'étais qu'avec des garçons. Et comment ça a commencé? Je vais vous le décrire comme ça, très simplement. J'avais déjà eu des prémices et des sentiments avant, mais là, des prémices, quand je vous dis des prémices, c'est des pensées qui m'étaient déjà venues avant cette résolution-là, cette prise de conscience-là. Mais donc au lycée, à l'internat, j'ai lu un article dans un magazine nul, un magazine pour ados, un magazine people à la con, très clairement. Hein. Bon, en tout cas d'un article qui faisait part d'une personne en transidentité, et qui faisait sa transition et qui expliquait tout son parcours. Voilà. Et ça m'a fait une espèce d'électrochoc dans le cerveau, à savoir il y a tout qui s'est un petit peu relié, tout s'est un petit peu connecté, tout s'est un petit peu... j'ai commencé là à y voir un peu plus clair, et mon schéma de vie correspondait très clairement à ce que cette personne avait vécu. Alors du coup j'ai commencé à essayer d'en savoir plus. Voilà. Alors deux choses déjà. Cette personne tristement s'est donné la mort par la suite. Donc c'est pour ça aussi je tiens à dire que voilà, une transition ne se fait pas vraiment. C'est pour ça que le corps médical se protège énormément et qu'il y a tous ces papiers à remplir, toutes ces complications, toutes ces démarches à faire aujourd'hui pour commencer sa transition. Parce que si on se trompe, les interventions que l'on subit, le traitement hormonal, tout ça c'est irréversible. Ça entraîne des choses irréversibles. Donc voilà, et quand on n'est plus dans le bon corps, et bien voilà ce que ça peut donner, si j'ose dire. Voilà, si j'ose dire, je n'en ai pas. Voilà, je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet-là, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai appris par la suite et qui m'a interpellé, mais pas arrêté en tout cas. Voilà. Une autre chose, donc bon, voilà, à cette époque, voilà, je commence donc à me poser des questions et à comprendre vraiment ce qui se passe, voilà, ce qui se passe en moi, et l'un des trucs les plus durs qui se passe à ce moment-ci, c'est une grosse dysphorie qui arrive, parce que plus jeune. Alors la dysphorie, dysphorie, voilà. L'euphorie, c'est être dans la joie, la bonne humeur, l'excitation extrême, le plaisir, le bonheur. Voilà, la dysphorie, c'est l'extrême inverse. Et alors à ça, j'ajoute le genre, euphorie de genre, dysphorie de genre. L'euphorie de genre, c'est quand on se sent très bien dans son corps, son image renvoyée, donc quand on se voit dans le miroir, quand les gens nous appréhendent, l'appréciation qu'ont les gens de nous, et leur considération, et comment ils nous reconnaissent. Voilà, ça c'est ça. Et on ressent de l'euphorie de genre quand on se sent bien dans son corps, et quand on se sent bien dans son identité. Voilà. Et la dysphorie, c'est l'inverse, c'est quand on se sent mal dans l'image que l'on renvoie par son apparence, par son corps. Voilà, c'est ça, l'euphorie, dysphorie. Et à l'époque donc du lycée, je reviens à ce sujet-là, à l'époque du lycée, de l'internat, du coup, arrive également, donc, juste après la crise d'adolescence, la puberté, donc premier poil de barbe, première, la pomme d'Adam qui était déjà bien présente, c'était encore plus présente, la pilosité un petit peu plus aussi, voilà, enfin bon, et une espèce de grosse montée de testostérone également, sans doute pour compenser le fait que j'étais donc dans un milieu
complètement masculin et c'était sans doute pour me protéger. Mon corps m'a protégé de cette façon-là. C'est une réflexion que j'ai eue par la suite et qui m'est venue. Est-ce que c'est avéré ou non? Est-ce que c'est probant comme réflexion? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que je le pense. À savoir également, à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux qu'il y a aujourd'hui, les communautés, les associations, ou alors très très peu, et la communication qu'il y avait sur le sujet était très moindre. Il n'y en avait pas du tout. Il y avait seulement le forum Doctissimo. Un forum assez, je pense, moribond aujourd'hui, enfin pas moribond, mauvais mot, mais en tout cas, comment c'était pas la meilleure façon, on va dire, d'avoir des informations. De son propre chef, on allait fouiller sur les forums et on tombait un petit peu sur tout. C'était ça un petit peu le problème aussi. On tombait sur tout. C'était le forum sur ces questionnements d'identité, mais on tombait un petit peu sur tout. Et puis les jeunes personnes, moi la première, hein, arrivant à 15 ans sur ce forum, c'est un petit peu, c'est un peu impressionnant, c'est un peu intimidant, très clairement. Et j'ai commencé donc à aller voir un médecin à l'époque, le seul psychologue sur Paris qui donnait accès au circuit ALD, donc affection de longue durée, permettant que les soins soient remboursés, le traitement hormonal, etc. et que tout soit pris en charge et dans le corps médical et surveillé également par un médecin. Je vous la fais courte, j'y suis allé pendant 1 an et demi, 2 ans, voir ce médecin. Jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre que la transition ce n'était pas à la carte. Voilà, moi je n'étais pas prête à la vaginoplastie, à toutes les opérations, chacun j'en ai subi aujourd'hui. Je voulais commencer par la pomme d'Adam, que l'on voyait beaucoup à l'époque, et les poils, pour commencer ma transition, puis avancer petit à petit, etc. Enfin c'était ce qui était à l'époque dans mon cerveau. Et le traitement hormonal également, pour éviter que mon corps continue à se modifier dans le mauvais sens et continue à aller dans le sens de la dysphorie de genre. Voilà. Parce que plus le temps passait, plus mon corps se masculinisait. Et ça, c'était un calvaire. Un calvaire, voilà. Je me souviens de mes amis à l'internat, hein, je vous disais, voilà, c'est la première fois où je devais me raser. Je me rasais 1 fois par jour hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de poils. Et voilà. Et je me souviens de mes amis qui me disaient derrière moi, ouais Raphaël, ça se rase et tout. Moi c'était les hommes sont fiers, on va dire, de leurs poils, leur premier poil, tout ça. Moi c'était un calvaire. J'étais horrifié quoi. J'étais horrifié. Et ça n'allait. Ça ne faisait que empirer. Et donc c'est pour ça aussi que sur mes photos que je vous montrerai le avant-après, avant ma transition, après le début. Il y a ce qu'on appelle un glow-up aujourd'hui, vraiment, où mon visage s'est illuminé. Parce que y a un stress, il y a une pression qui s'est enlevée. Voilà. Alors je continue un petit peu avec cette histoire. Les années ont passé après que ce médecin m'ait dit que je devais me débrouiller toute seule et avec mes propres deniers, voilà, payer mes opérations, tout ça. Les années passent, on était dans les années 2010 à peu près. Je rate mon bac, c'est pas lié mais si un petit peu quand même, j'étais un petit peu inadapté à la scolarité lambda, mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera. Je rate mon bac, année sabbatique, je touche bien le fond, bien comme il faut, à savoir grosse embrouille avec ma mère, elle me vire de chez moi, je me retrouve chez mon père à vivre dans un tout petit espace sans intimité, sans toutes mes affaires, voilà, mauvaise fréquentation, etc. Je vous passe les détails, c'était peu reluisant et pas du tout un bon moment de ma vie. Voilà, à essayer de distribuer des flyers pour gagner un petit peu d'argent et payer une école de mode. Hein, mort dans l'œuf, ça n'a jamais fonctionné, bref. Je me fais entourer, mission locale, BAFA. Je passe le BAFA. Voilà, où je rencontre des gens de plein d'univers différents qui m'acceptent. Voilà, je parle de ma transition pour les premières fois. On m'accepte en tant que tel. Voilà. Je tiens à dire, soit dit en passant, que un organisme que je ne citerai pas pour ne pas être embêté, voilà, mais l'organisme de colonie de vacances le plus connu en France m'a complètement viré à cause de ma transition. Alors me direz-vous pourquoi tu t'es pas battu? Il y avait d'autres histoires en jeu également, voilà, mais ils m'ont réemployé plusieurs fois hein, en connaissance de cause, et quand ils ont vu ma transition, ils m'ont dégagé. Voilà, mais la plus grande boîte d'animation pour jeunes en France. Hein. Voilà, j'en dis pas plus.
c'est toujours là, c'est là. Parce que au BAFA, je m'étais éveillé. Au BAFA, je m'étais connecté à plein de gens. Je me sentais extrêmement bien dans ce début d'euphorie de moi-même. Après le BAFA, il y a eu le début de l'école de mode, une année, 2 années, 3 années, diplômé avec mention. Moi qui étais une bouse à l'école, bah non, en fait. Voilà. J'aurais pas été diplômé avec mention. J'ai eu un diplôme bac plus 3 alors que j'avais pas le bac. Enfin bon, il a été reconnu diplôme d'État entre temps, donc voilà, j'ai commencé à me construire. Cela dit, à l'école de mode, voilà, ça me trottait. J'étais toujours pas en transition, j'avais mis de côté, je m'étais stabilisé en quelque sorte à 50-50. Mais il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. À savoir, là, comme toutes mes amies filles, je continuais de les envier. Comme par le passé, quand j'étais au collège et que j'adorais la troupe de danse, tout ça, toute cette troupe, tout ce groupe, pareil, il y avait quelque chose que j'étais séparé des filles un petit peu, et tout ça, ça me rongeait. J'en avais assez qu'on ne m'implique pas dans dans les groupes de filles en fait. Alors oui, on était amis, oui, mais j'étais pas appelé pour on va se prendre un verre, les soirées pyjama, etc. Bref, voilà, et tout ça, ça me pesait énormément. Les années passent et je me rends compte qu'on parle de plus en plus de transition dans les médias, que de plus en plus c'est de plus en plus sur le devant de la scène. Et je me rends compte qu'il y a des groupes Facebook qui se font, etc., que les choses ont évolué. Et je me rends compte aussi que ça devient plus facile pour moi de faire ma transition. Et quand je dis facile, c'est que je rencontre des personnes trans qui m'expliquent que non, c'est plus si compliqué, qu'elles peuvent me donner des contacts pour l'épilation, pour ceci, pour cela, pour avoir un médecin traitant, pour la LD, ceci, cela. Et ça a été très très rapide en 2020. Je fais ma demande auprès d'une docteure. Elle me répond instantanément. J'ai mon ALD le lendemain. C'était le début de ma transition. Préservation de la fertilité en premier temps, épilation laser, et ensuite traitement hormonal. J'ai enchaîné ensuite avec ablation de la pomme d'Adam, et l'année dernière, donc du coup, la mammoplastie. Voilà. Je vous parle justement là de tout ça. Voilà un petit peu le parcours, le parcours qui a été le mien. Je vous parle là de traitement hormonal. Alors le traitement hormonal, qu'est-ce que ça fait? Voilà, qu'est-ce que ça fait? Donc le traitement hormonal, avant tout, dans mon sens, dans le sens de mâle tout femelle, voilà, donc de mâle vers d'homme vers femme. Les hormones masculines étant la testostérone est produite par les glandes surrénales et par les testicules. Voilà. Et il faut donc il faut bloquer la production de testostérone. Donc avec une injection, un bloqueur de testostérone, le décapeptyle, un traitement qui est maintenant très utilisé, notamment je crois pour les personnes en transidentité qui commencent leur transition très très tôt pour bloquer leur puberté et leur laisser du temps de réflexion sur leur identité de genre et pouvoir se décider si oui ou non elles feront il ou elle, moi-même je fourche, vous voyez, ça m'arrive, si ces personnes en tout cas feront leur puberté normalement ou avec THS, traitement hormonal de substitution. Voilà, pour se diriger du coup vers une transition vers l'autre genre, vers l'autre sexe. Voilà, dans un sens ou dans l'autre, comme je vous le dis, donc soit d'homme vers femme, soit de femme vers homme. Donc, comme je vous disais, donc un bloqueur de testostérone, donc pour arrêter la production de testostérone, et ensuite des œstrogènes, donc des cachets, voilà, une dose d'œstrogène tous les jours, soit c'est des cachets, des patchs ou des applications de pommade. Voilà ce que je sais un petit peu sur les différents traitements. À différentes doses, selon les métabolismes, selon la quantité d'hormones présentes dans le corps aussi, chacune, personne n'est pareil. Personne. Et comme je vous le disais, moi j'avais malgré mon type, si je puis dire, plutôt freluquet à l'époque. J'étais pas, je n'étais pas aussi athlétique qu'aujourd'hui, si je puis dire. Mais bon. Pour mon type, je pensais avoir un bas taux de testostérone, si je puis dire. Et ben pas du tout. Ma testostérone crevait le plafond. Voilà, et je vous le dis, je pense que c'est une réponse de mon corps face à ce qui m'est arrivé et tout. C'était pour me défendre d'une certaine manière. Voilà. Et la testostérone me faisait du mal d'une certaine manière, oui vraiment, dans le sens où j'étais tout le temps très très souvent énervé contre beaucoup de choses.
le traitement hormonal m'a vraiment apaisé. Ça m'a fait un bien fou. Voilà. Voilà. Alors, question qu'on me pose souvent, est-ce que j'ai encore du plaisir? Est-ce que j'ai encore du plaisir malgré le plus de testostérone? Alors, plus de testostérone veut dire donc plus de production de sperme, déjà, je vais dire. Et dans un second temps, plus d'éjaculation. Eh bien, voilà, je peux vous dire, ayant expérimenté la chose, parlons crûment, hein, je parle clairement, l'onanisme est quelque chose de très normal, l'onanisme, la masturbation, est quelque chose de très normal, et tout le monde le fait, enfin, celles et ceux qui le souhaitent, bien sûr. C'est un plaisir qui nous appartient, qui nous est propre, et l'une des choses dont on a la liberté et le plaisir, justement. Eh bien, oui, j'ai toujours du plaisir, et oui, j'ai toujours des orgasmes. Voilà, sans éjaculation, voilà, mais toujours des orgasmes. Et des développements au niveau du périnée et de la zone qui sera dans le futur proche, mon néo-vagin. C'est comme ça qu'on dit après une vaginoplastie. Et, voilà. Et j'enchaîne du coup le 18 septembre prochain. Donc bon, c'est prévu, c'est inscrit, c'est écrit, tout est bien prévu. J'aurai enfin donc cette dernière intervention, dernière opération, donc ma vaginoplastie. J'ai décidé après un certain temps de réflexion et j'ai quand même pris un petit peu mon temps aussi dans ma transition, même si les choses sont allées vite. En même temps, j'ai plus 20 ans. J'ai pas envie non plus de... Je souhaite vieillir en tant que femme. Vieillir. Ah, j'ai 30 ans, c'est pas la fin de ma vie. Oui, mais je souhaite en tout cas continuer à prendre de l'âge en tant que femme et non pas en tant qu'homme ou non pas entre les deux. Voilà. Par rapport à la vaginoplastie, alors, je vous explique un petit peu ce en quoi consiste l'acte de la vaginoplastie. Du coup, on comprend le pénis qui est scindé en deux dans le sens horizontal. Et ensuite, donc, je recommence, donc qui est scindé en deux dans le sens horizontal, et replié vers l'intérieur et rentré vers l'intérieur. En gros, on crée une cavité, donc ce qui était à l'extérieur vient à l'intérieur. Voilà un petit peu le principe. Voilà, donc le clitoris est reconstitué grâce aux terminaisons nerveuses donc du gland. Construction des lèvres et des petites lèvres. Et tout fonctionne correctement, à part la lubrification qui ne se fait pas parce que il est impossible médicalement de recréer ça. Il y a malgré tout certaines personnes opérées qui ont une lubrification, je ne sais plus de quel type d'opération il s'agit, mais je sais qu'il y a certaines personnes trans, donc mâle to female, MTF, qui ont une lubrification naturelle dans un néo-vagin. Voilà, alors je ne sais plus comment c'est possible, mais je sais que c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. Au sujet de mon entourage et de mes parents. Voilà, donc pour commencer, mes parents, très jeune, quand j'étais au lycée, que j'ai commencé à parler de ça à ma mère n'a pas compris, du tout. Elle a cru que c'était totalement de sa faute, et que, voilà, qu'il y avait quelque chose qu'elle avait mal fait ou quelque chose, et que c'était de sa faute, et elle a très mal réagi, elle s'est mise à pleurer, elle s'en est voulu, et du coup j'ai mis ça de côté, je lui en ai plus parlé, parce que, voilà, elle n'y croyait pas, elle pensait que c'était un pet de cervelle, et une énième façon de me faire remarquer. Parce que depuis toute jeune, étant enfant adopté, les psychologues que je voyais, parce que j'ai eu un parcours au niveau psychanalytique assez chargé, hein. Toute mon enfance, donc primaire, collège, j'allais voir donc psychanalyse. J'étais en psychanalyse, je veux dire, j'allais voir des psys. J'ai même fait des thérapies de groupe, etc. Il y avait quelque chose c'est pas quelque chose qui n'allait pas, mais il y avait quelque chose j'étais un petit peu trop active, je partais dans tous les sens. Il y avait des soucis au niveau scolaire aussi à certains moments. Il y avait quelque chose qui me turlupinait quelque part. Je vais le dire comme ça, très simplement. Et je tiens à dire que voilà, aujourd'hui je ne suis plus suivi, malgré le fait que je sois en transition, mais mon bagage psychologique et psychanalytique était tel que j'ai les bons réflexes au niveau de mon cerveau, au niveau de mes dépressions, mes coups de cafard,
je sais ce qu'il faut faire pour aller mieux, je sais ce qu'il faut faire pour me sortir de ces instants de détresse. Voilà, je discute, je parle, je suis bien entouré. Voilà, je me suis bien entouré, puis ma mère m'a appris à parler des choses quand ça ne va pas. Parce que ce n'est pas en restant c'est pas en laissant choir, laissant reposer les choses qu'elles vont s'améliorer ou aller mieux. Voilà, il faut discuter des choses pour que ça aille mieux et puis faire évoluer son point de vue, pour avancer. Tout simplement, il ne faut pas rester seul avec sa dépression. Je le dis aussi autrement, quand nous-mêmes, notre lecteur CD, eh bien, il n'arrive pas à mettre de la bonne musique, eh bien, il faut que quelqu'un d'autre nous amène un autre CD, il faut que quelqu'un d'autre vienne nous parler, il faut des ondes extérieures, il faut une influence extérieure, une intervention extérieure pour changer un petit peu de mood, pour changer d'humeur, pour changer son fusil d'épaule, voilà, pour retourner un peu son cerveau, se voir les choses autrement, pour relativiser. Voilà un petit peu ce que ça peut apprendre aussi, le fait d'avoir été suivi tout au long de ma vie par des psychanalystes, etc. Hommes, femmes, j'en ai eu divers et variés, du coup, voilà. Et notamment des bons ou des mauvais, des bonnes ou des mauvaises, bref, vous m'avez comprise, je bafouille. Mais voilà, il y a certaines praticiennes qui nous ressemblent, avec qui ont dû répondre avec nous ou non. Voilà. Si des personnes qui sont en transition ou qui souhaitent faire leur transition voient cette vidéo et et puis entendre ça par rapport au fait d'être suivi, attention, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est plutôt s'avouer que j'ai peut-être besoin d'un peu d'aide, allez, allons-y. Voilà. Sachez qu'il faut trouver une bonne personne. Voilà, des fois la première personne sur qui on tombe au niveau psychanalyste, psychologue, psychiatre est la bonne personne. Des fois il faut chercher un petit peu et essayer différentes personnes parce que avec telle ou telle personne ça ne fonctionne pas, ou telle personne va être transphobe ou je ne sais quoi, voilà. Ou encore ne va pas voir les choses de la bonne façon, ou ne va pas être formé sur la question, ou ne saura pas répondre aux questionnements et autres interrogations de la personne. Voilà. Alors. Je me devais aussi de clarifier quelque chose. On me dit tout le temps, c'est pas à moi, mais c'est une question qui revient régulièrement aux personnes trans. Ah, mais quand tu seras opéré, mais tu iras voir des hommes. Parce que je suis lesbienne, hein, voilà. Il y a des gens qui pensent que l'orientation sexuelle va changer après une opération telle que la vaginoplastie, ou telle que je suis même actuellement. Alors, je vais vous dire deux choses. Non, premièrement, l'orientation sexuelle est différente du genre et de l'identité sexuelle. Voilà. Enfin, c'est deux choses différentes. Hein. Personnellement, au niveau de mon intérieur, j'ai toujours été attiré par les femmes. Toujours. Voilà. Il y a toujours eu quelque chose qui me rebutait au niveau corporel chez les hommes. Ce n'est pas quelque chose qui m'attirait. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, maintenant que je sais que la vaginoplastie arrive et que mon corps ne va plus être le même, eh bien, je me mets à avoir des attirances pour des hommes. Parce que qu'est-ce qui n'allait pas chez moi qu'est-ce qui n'allait pas chez moi Qu'est-ce qui ne me plaisait pas chez les hommes? C'est ce fait de... ce miroir, le fait de voir mon corps, le même corps, ça bloquait. Voilà. Me voir en tant que femme avec une femme... ça, il n'y a aucun souci, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours mis en émoi, mis en joie. Mais avec un homme, non. Et plus récemment, oui. Mais depuis que je sais que, voilà, la vaginoplastie arrive et que je serai incessamment sous peu la femme que je serai toute ma vie. Voilà. Mais c'est venu avec le temps. Ça s'est affûté, ça s'est aiguisé avec le temps. Et petit à petit. Voilà. Donc c'est pas... et ce n'est pas lié forcément. Voilà, il y a des personnes qui naissent... il y a des personnes qui font leur transition, mais malgré tout, qui toute leur vie auront la même orientation sexuelle. Ça n'a pas forcément de lien. Voilà. Ah oui, un petit truc aussi je voulais vous parler. Il existe plusieurs opérations, donc dans le sens donc mâle tout fait mal,
donc d'homme vers femme. Il existe plusieurs opérations donc de réassignation sexuelle, si je puis dire. Voilà. Il n'y a pas que la vaginoplastie, il y a aussi l'orchidectomie. Et l'orchidectomie, c'est l'ablation des testicules, simplement. Donc moi j'ai choisi la vaginoplastie. Voilà. Et l'orchidectomie, donc c'est l'ablation des testicules et la création d'un vagin, mais sans cavité. Donc il y a les lèvres, petites lèvres, le clitoris si je ne m'abuse, mais il n'y a pas de cavité. Alors que dans le cas de la vaginoplastie, il y a une cavité créée avec le pénis. Voilà, donc petit détail que je voulais vous énoncer. Et un autre détail aussi. Oui. Il se trouve que j'ai fait donc une préservation de la fertilité avant donc, de prendre des bloqueurs de testostérone et de ne plus avoir donc de spermatozoïdes. J'ai fait une préservation de la fertilité en vue éventuellement de plus tard pouvoir avoir des enfants donc avec mes gamètes, hein, voilà, mes spermatozoïdes qui seront congelés et que je pourrai inséminer, et encore pas en France parce que c'est pas autorisé, mais bon, il y a des façons de le faire ailleurs, etc. Passons. Comment dire, sauf qu'en réalité, eh ben, les enfants, bah jamais. Never, never, never. Je vois venir les gens qui vont me dire ah, tu verras, tu verras. Non. Non, parce que il est plus temps pour. C'est ma façon de voir les choses. Hein. Je trouve que la planète en déborde déjà. Je serais incapable, ne serait-ce parce que les temps ont changé, d'offrir l'enfance magnifique que j'ai eue, parce que j'ai eu une très belle enfance malgré tous les questionnements que je vous évoque dans cette vidéo. J'ai eu une très très belle enfance. Mes parents m'ont gâté d'aventures, de vacances, voilà, d'expériences, de savoir-faire. J'ai vraiment été gâté. Je les en remercie beaucoup. Mais comment dire, mais je ne serais incapable d'offrir cette enfance-là, moi, à ma progéniture, donc je me refuse à avoir une progéniture. Transmettre mes savoirs à des enfants que je croiserai tout au long de ma vie, et d'une autre manière, et puis aux personnes avec qui je partagerai tout au long de ma vie, oui, mais pas d'enfants. Voilà. Et puis je vous cache pas que l'avenir voilà, l'avenir de la planète et tout ça plus largement ne m'égaye pas trop, donc voilà, je ne vois pas mes enfants dans tout ça, quoi. Voilà, donc progéniture, niette, moi c'est pas ce que je souhaite. Alors oui, donc il y a des douleurs aussi, hein, par rapport à donc, une transition, c'est douloureux, à différents niveaux. Il faut beaucoup de patience, ça remet de patience, mais généralement quand on a attendu tout le temps de sa vie, ben, la patience, le temps qui reste à attendre pour atteindre son but final est pas si long, hein. À l'échelle d'une vie, c'est rien du tout. Voilà, faut rester dans la confiance là-dessus. Les douleurs, je dirais que c'est des traitements, des opérations que l'on choisit. Donc dès lors où on choisit, eh bien c'est le mental qui entre en jeu. Et puis bah, son appréciation, son ressenti notre ressenti de la douleur, hein, propre à chaque personne. Mais oui, c'est douloureux, mais ça, je dirais, la vie, il y a des douleurs dans la vie tout court, donc bon, bah, voilà, la vie est pas facile, la vie est jamais facile, jamais toute droite, toute claire, toute nette. Donc bon, voilà. Il y en a qui disent aussi pourquoi tu vas te compliquer la vie, t'es très bien comme t'es. Oui, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, et je sens bien que je suis là sur ma bonne route, la bonne route qu'il me fallait, et que j'atteins petit à petit l'endroit pile poil là où je voulais atterrir. Voilà, le scénario de la vie que j'ai écrit dans ma tête est en train de se jouer sous mes yeux, et j'en suis enchanté, ravi, honoré. Je trouve ça magique, je trouve ça génial. Voilà un petit peu. Je continue avec ma petite feuille. Voilà, on me dit souvent aussi il y a plusieurs personnes qui m'ont critiqué, je m'en fiche, hein, des avis, etc., sur ma façon de me vêtir, ma façon d'être, etc. Oui, je suis si j'ose dire, un bon brin de femme, voilà, brut de décoffrage, un petit peu, la nana musclée, je suis une femme typée, je suis algérienne, et les femmes algériennes, voilà, hein, on a les oreilles des fois un petit peu proéminentes, le nez un petit peu prononcé également.
Voilà, une certaine carrure quelquefois. C'est je veux dire, des faciès et des types morphologiques et mince, des aspects de la morphologie que j'ai pu remarquer chez d'autres femmes de mon type. Voilà, donc je me trouve très très bien et très belle comme je suis. Donc il me dit, ah, tu veux pas aussi une chirurgie pour la voix ou pour le visage, une FFS, chirurgie de féminisation du visage. J'en vois pas l'intérêt et je me trouve très bien moi comme je suis là et je suis heureuse de me reconnaître quand je me vois dans le miroir. Et de reconnaître ma voix aussi qui me permet de faire plein de trucs avec ma voix. J'adore ma voix. Je l'adore. J'adore ma voix et le fait que je puisse faire tout ce que je veux avec, la transformer et faire je fais même du chant diphonique. Je trouve ça génial et pour rien au monde je n'y toucherai. D'ailleurs au moment où j'ai fait la pomme d'Adam, je leur ai dit attention, ne touchez pas à ma voix. Surtout ne touchez pas à ma voix. Je veux avoir la même voix avant après quoi. Voilà. Et ils ont fait très attention. Voilà. Et tout ça ce sont des influences extérieures, des questions extérieures. Moi je suis très bien comme je suis, si ce n'est la dernière opération, comme je vous le disais. Voilà, et alors oui, des difficultés, mais non, je suis très très heureuse là du chemin que j'arpente actuellement. Alors, et je pourrais vous donner quelques femmes fortes qui sont un petit peu des femmes qui sont un peu mes modèles, mes modèles. Des femmes que j'aime beaucoup en tout cas. Donc très actuelle, on a Ruby Rose, une cousine aussi, Harry Neff, que l'on voit donc dans le film One Up et Barbie. Voilà. Sabrina Ouazani, une femme française, une actrice française que j'aime beaucoup, que j'ai découvert très très jeune quand j'étais au collège dans le film L'Esquive, qui aujourd'hui a une énorme liste de films à son actif, et une actrice de la même contrée que moi. Plus outre-Atlantique du coup, nous aurons donc Ruby Rose, vous voyez les photos juste ici, Michelle Rodriguez, Resident Evil, Fast and Furious, voilà, Michelle Rodriguez, Mila Jovovich, que j'aime beaucoup Mila Jovovich, ah là 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 là, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver, vous voyez un petit peu, bon, il y aurait Naomi Rapace aussi que j'aime beaucoup, vous voyez un peu le type de femme que j'aime bien, et puis il y en a encore plein d'autres. Et des femmes aussi un peu plus bodybuildées, un peu plus fit, un peu plus musclées. Moi c'est des cascadeuses, voilà, c'est le type de femme que j'aime bien. La baroudeuse, et qui à la fois qui a cette coquetterie, et qui à la fois peut mettre les mains dans le cambouis. Voilà. J'adore cette ambivalence là, et c'est ce qui se voit aussi dans mes créations, dans tout ce que je fais. Il y a du dark et de la lumière, il y a un petit peu de tout, et voilà, et moi je trouve que il y a une dualité dans toute femme aussi, je crois, et voilà, moi j'essaie de l'exprimer de cette manière là, voilà, et c'est moi, et je suis comme ça. Alors oui, il y a aussi ce qui se dit beaucoup en ce moment, c'est que ah mais c'est fou, et je me suis fait de la réflexion aussi, il y a beaucoup plus de personnes trans qu'avant. Alors, je dirais que oui, il y en a peut-être un peu plus qu'avant, mais c'est pas il y en a plus qu'avant, c'est on nous voit plus qu'avant. On a plus de visibilité que par le passé, comme je vous disais, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, c'est le jour et la nuit, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a 10 ans, il n'y avait pas du tout de tribune ou de place à toute cette communauté, où c'était très 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 restreint, si je puis dire. Et aujourd'hui c'est nettement plus accepté, nettement plus de notoriété publique, si je puis dire. J'essaie de peser mes mots et de trouver les bons mots. De notoriété publique. Et il y a beaucoup plus de gens qui sont au courant. Et comment dire. Mais aujourd'hui, comme on a accès à ces choses-là, il y a plus de personnes qui ont la possibilité de se poser des questions et donc du coup qui font leur transition. Je dirais comme ça. Et la population est bien plus nombreuse aussi, donc voilà, le pourcentage a donc normalement augmenté, ce qui est logique. Si la population augmente, voilà, comprenez-moi. Voilà. Donc tout ça est logique en fait. Donc il n'y a pas plus de personnes trans qu'avant. Voilà. À laquelle on est pas mal exposé, c'est les agressions. Alors les agressions, elles sont multiples. Alors par chance, je me fais pas régulièrement agresser physiquement, attention, mais verbalement ça arrive plus régulièrement. Et aussi les agressions passives. Alors je m'explique.
notamment venant de personnes qui se disent alliées, hein, LGBTQIA, les alliés. Voilà. Il y a des personnes qui se disent justement ah mais non mais moi j'ai une amie trans, etc. Voilà, qui se dédouanent de tout leur discours en disant qu'elles ont une amie homo, une amie trans, ou que sais-je. Voilà. Et comment dire, et qui vont se permettre de dire certaines choses et de poser des questions. Alors, déjà pour commencer, on ne pose pas n'importe quelle question à n'importe qui. Voilà, à qui que ce soit en fait. Voilà, une question, on n'est pas en position de poser des questions de manière ouverte comme ça. Voilà. Et notamment des questions extrêmement intimes. Sous prétexte qu'on est en transition ou en réflexion sur notre identité, il y a des personnes, voilà, alors comme je vous dis, des fois alliées ou non même, hein, voilà, ou très simplement des personnes qui vont se permettre de poser des questions sur mon sexe, sur oui, très clairement ce que j'ai dans la culotte, qui est-ce que je mets dans mon lit, tout ça, alors qu'elles ne se permettraient pas de poser ces questions de but en blanc à des personnes, à des personnes dont l'identité n'est pas discutée ou voilà, bref. Bah non en fait, c'est pas. Et encore pire, il y a des personnes qui se permettent de toucher mon corps par exemple, parce que sous prétexte que c'est. Voilà, ah, t'es ça, c'est comment? Ça va pas? C'est quoi ça? Ça va pas? Alors, bon, ça ne m'arrive plus aujourd'hui, hein, c'était il y a quelques années, mais c'est arrivé aussi régulièrement à des amis. Les gens se permettent parce que voilà, parce qu'on est en transition, les gens se permettent. Mais non en fait, c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et on reste dans la bienséance et la correction et non. Et en ce qui concerne quand on a des questions à poser par rapport à une personne que l'on pense en transidentité ou quoi ou qu'est-ce, je vous invite à trouver l'information ailleurs. Alors je vous demande pas d'aller stalker la personne et de faire une enquête, c'est pas ça. Mais il y a une bonne technique qui consiste à aller voir l'entourage de la personne. On est en soirée, on est à un repas, un dîner, je sais pas quoi, un dîner d'amis, et on essaie d'avoir l'information autrement qu'en allant frontalement voir la personne pour lui demander. C'est une bonne technique. Voilà. Comme, je sais pas, même si, regardez, alors ça n'a rien à voir, mais imaginez une personne a eu quelque chose de très très néfaste dans sa vie. Alors, on ne sait pas quoi, etc. Et on voit qu'elle est morose ou quelque chose. Voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, plutôt que d'aller frontalement lui demander et lui remettre son traumatisme dans le nez, eh bien, on va aller voir les compagnons, les copains, les amis et demander, excuse-moi, une telle, un tel, ça n'a pas l'air d'aller, tu sais pas ce qui s'est passé pour elle. Ah si, il y a ça qui est arrivé dans sa vie. Enfin, je savais pas, d'accord, merci. Je ferai pas de gaffe. Vous voyez, on essaie de mettre des filtres. Voilà. Alors nous déjà, personne trans, on se protège. Hein, on essaye déjà de mettre des filtres par rapport à tout ça parce que les maladresses sont courantes, hein, sont monnaie courante malheureusement. Voilà, on est obligé de composer avec. Et puis c'est pas la bonne technique non plus de rentrer dans l'art et d'aller au combat et au conflit parce que les gens ont commencé à se tromper ou à dire des bêtises. Alors quand les gens insistent, là moi je monte dans les tours et je monte dans les tons également. Quand les gens insistent et continuent à se à se complaire dans leur médisance, dans leur maldisance, on va le dire comme ça. Très souvent je leur dis stop, va apprendre quelques trucs, va t'éduquer, apprendre quelques trucs sur la question, voilà, et parce que là t'es en train de m'insulter, je me sens pas bien et dysphorie quoi. Voilà, donc, allez, ça suffit. À certains moments, oui, je me permets j'ai l'énergie pour pouvoir donner quelques conseils, et des fois j'ai pas la patience ni l'énergie, donc et je vois qu'il y a trop de travail avec certaines personnes, donc voilà, je les invite à aller s'informer ailleurs qu'auprès de moi, frontalement, encore une fois. Voilà. C'est pas la meilleure manière que quand on veut satisfaire sa curiosité ou quoi, d'aller voir une personne et de l'utiliser pour satisfaire sa curiosité, c'est jamais la bonne manière, dans quelques circonstances que ce soit. Voilà. Alors, voilà. Non, c'est bien dit comme ça.
Bon, bah je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la transition, etc. Donc comme je vous disais, moi il y a une grosse date qui arrive, donc le 18 septembre. Hein. Donc ce sera voilà, la dernière opération pour moi. Donc je suis très très heureuse. Soulagée aussi, enfin. Ça me fait vraiment du bien au cerveau depuis que je sais que depuis que c'est en route, hein, depuis que c'est sûr, depuis que le rendez-vous est pris et que le calendrier opératoire est établi. Waouh, ouais, je suis vraiment soulagé. Et ça m'a fait beaucoup de bien de vous raconter tout ça. C'était un peu long, mais ouais, j'avais besoin un petit peu de ressortir tout ça. Moi aussi, ça me fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années, de qui je suis, de comment je suis. Et puis je suis bien heureuse de partager ça avec vous et peut-être d'apprendre des choses à certaines personnes. Voilà. Moi c'est quelque chose, voilà, pour moi c'est quelque chose pour les personnes trans, c'est quelque chose de normal, on vit ça toute la journée, on y est habitué, mais voilà, le représenter comme ça en vidéo, et puis voilà, comme je vous dis, si ça peut apporter quelques informations et apprendre certaines choses à certaines personnes, ou aider certaines personnes en questionnement, ou simplement voilà, pour de la curiosité, la vidéo est là pour ça. Ce sera un plaisir pour moi que de répondre à vos commentaires, à vos questions par rapport à tout ça. C'est un vaste sujet, comme je vous dis, hein, il y a plein de questions et j'ai pas tout abordé. Hein. Ça pouvait être... voilà, je pouvais pas faire une vidéo de 3 heures sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, donc je referai un petit déroulé aussi de mon opération, voilà, une petite review, un petit reportage de comment ça s'est passé, voilà, le pré-op, le post-op, un petit peu l'hôpital, etc. Dans mes moments d'ennui et de frayeur aussi, je pense que j'aurai un petit peu peur à des instants, ce qui est normal. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner hein, pour suivre un petit peu tout ça, et puis toutes mes aventures de toute façon, hein, créatives, de vie, mes petits reportages, les soirées, la création, je le redis. Un petit like en dessous de la vidéo, hein, ça me fait vraiment du bien, c'est un super soutien pour la chaîne, un petit commentaire et voilà. Et abonnez-vous. C'était Tata Rafa, Raphaël Sarrazin non orthodoxe, hein, la suite au prochain numéro. Bye bye. Je la refais avec le bon clin d'œil. Non c'est... Ouais, non, l'autre. Ouais, oui, c'est ça, ouais. C'était ça. Je vous embrasse, à la prochaine. Non, je dis pas ça comme ça. Hein. La suite au prochain numéro, à moi les studios.